Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré au panorama du secteur d'assurance avec un bilan sur l'année 2021, perspectives et enjeux 2022. Donc nous allons faire cette présentation à deux voix avec Mickaël Le Guillou et moi-même Xavier Dupuis nous sommes des consultants spécialisés sur le secteur assurance au sein de Secafi. Bonjour à tous. Donc, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, nous allons faire cette présentation. On va essayer de tenir une trentaine de minutes sur le sujet pour pouvoir laisser le temps après avec des questions, réponses dans une deuxième partie de présentation. Donc, comment on va se structurer cette présentation? On va d'abord passer rapidement l'introduction et rapide conclusion sur la crise Covid et comment cela a impacté l'assurance. On verra que c'est faible. Finalement, pour après détailler le bilan de 2021 par activité en assurance et ensuite se projeter sur les perspectives 2022 et les principaux éléments clés pour cette année. Donc, je vous propose de passer à la présentation. Peut-être un point simplement, vous avez un fil chat sur le webinaire donc, qui est à droite. Donc, vous pouvez mettre des questions au fur et à mesure ou des réflexions. Au fur et à mesure, on va essayer d'y répondre dans la foulée, dans la mesure du possible. Autrement, on y reviendra à la fin de la présentation. Donc, je vous propose de débuter peut-être par un premier élément, cabinet Secafi. Donc, c'est un cabinet qui accompagne les représentants du personnel et les organisations syndicales donc sur plusieurs champs, la formation, l'expertise, le conseil et la négociation. Donc, je vous propose de commencer notre présentation. Donc, l'introduction à une crise Covid, finalement, a peu d'effet sur l'assurance au final. C'est vrai que l'année 2021, au premier semestre, l'année s'annonçait apocalyptique pour beaucoup de secteurs d'activité, bien évidemment, mais également pour l'assurance. Et au final, le quoi qu'il en coûte des banques centrales et des États a permis de lever assez rapidement les craintes sur une contagion de la crise sanitaire au marché financier et au marché de l'emploi en France. Donc, notamment, les défaillances d'entreprises ont été à un niveau historiquement bas. Dans ce contexte, les assureurs n'ont pas observé tout ce qu'ils craignaient, la montée des impayés, le renoncement aux garanties non obligatoires, la dérive sur les assurances collectives, où il y avait quand même les plus forts risques, et notamment liés à la portabilité des droits, du mouvement des guerres tarifaires sur les marchés les plus concurrentiels, notamment en lien avec un marché en attrition. Et finalement, rien de cela ne s'est réellement passé. Ils n'ont pas été non plus amenés à déprécier massivement leur placement, puisque cette crise, même si elle a créé un choc financier assez fort au mois de mars 2020, finalement les marchés sont plutôt remontés au cours de l'année, et encore ils ont beaucoup remonté après ensuite avec la découverte des vaccins. Finalement, les principales contraintes, difficultés ont été la poursuite de la baisse des taux d'intérêt, avec des taux négatifs en fin d'année 2020, très fortement négatifs. Mais cette situation s'est normalisée en 2021. On verra par la suite que désormais on est plus sur une accélération de la hausse des taux d'intérêt. Et puis la polémique et pour certains assureurs, le coût relatif à la prise en charge des pertes d'exploitation des professionnels ont quand même été l'élément le clé concernant cette crise Covid, puisque notamment il y a encore pas mal d'affaires qui sont en cours d'être jugées actuellement sur la prise en charge de cette perte d'exploitation pour fermeture administrative. Un autre point qui a émaillé cette année 2021, et notamment cette fin d'année 2021, c'est finalement un environnement législatif qui a beaucoup bougé, et avec des lois qui sont passées un peu rapidement en fin d'année, avant finalement la fin de la mandature législative, pour laisser place à l'élection présidentielle. Et donc, sur cette fin d'année 2021, il y a beaucoup de textes qui ont touché l'assurance et qui ont été votés. Donc, notamment la réforme du CatNat, donc qui a été promulguée fin 2021 et qui vise principalement à mettre fin à l'opacité entourant la procédure de reconnaissance des catastrophes naturelles qui était dénoncée depuis plusieurs années par les élus locaux et les victimes.
Autre point important, qui est une longue saga depuis plusieurs années, sur la résiliation infra-annuelle des assurances emprunteurs, et cette loi vient y mettre fin, la loi appelée la loi Lemoine, puisque désormais, il va être possible de résilier à tout moment son assurance emprunteur. Et donc, il y avait eu un combat féroce de lobby entre le lobby assurance et le lobby bancaire, mais qui finalement, la loi a été votée en février pour une application pour l'ensemble des contrats au 1er janvier 2022. À la surprise générale également, cette loi s'est accompagnée de la fin du questionnaire médical de santé sur l'assurance emprunteur, alors dans certaines conditions, mais quand même assez larges, et puis également le raccourcissement du délai de droit à l'oubli. Donc c'est quand même des points qui changent complètement l'environnement de l'assurance emprunteur. La réforme de l'assurance récolte, donc appelée de leur vœu depuis plusieurs années par le Crédit Agricole et Groupama, qui sont les deux acteurs majeurs et de loin sur cette assurance, et finalement une prise de conscience suite à l'événement GEL d'avril 2021. Il fallait désormais vraiment accélérer sur cette réforme. Et donc, il y a une loi qui a été adoptée au mois de février et promulguée le 3 mars, donc on voit encore une fois vraiment pas de course, qui reprend une grande partie des propositions du rapport du député de Crozaille, et notamment qui instaure une couverture universelle des récoltes contre les risques climatiques avec un système à étages, un premier étage d'auto-assurance des agriculteurs, un deuxième étage où interviennent les assureurs privés, et un troisième étage où intervient la solidarité nationale. Et cette assurance cette réforme doit se mettre en place à partir du 1er janvier 2023, donc c'est-à-dire dans un délai quand même assez court. Dernier élément, la réforme de la protection sociale des agents publics, donc qui est quand même une réforme d'ampleur également. Donc elle vise à calquer la réforme de généralisation de la complémentaire santé mise en place dans le privé début 2016, ce qu'on appelait l'ANI Santé. Et donc, cette réforme prévoit la mise en place progressive jusqu'à 2026 d'une couverture santé obligatoire prise en charge au moins à 50% par l'employeur. À noter que dans le cadre de cette réforme, que le sujet de la couverture obligatoire en prévoyance collective a également été acté, mais sans réelles indications sur la participation de l'employeur à ce stade, et avec encore beaucoup de décrets qui doivent venir compléter. Donc pour l'instant, cette réforme est quand même beaucoup moins avancée que celle sur la santé. Donc ça, c'est les lois qui ont été promulguées. Il y a également beaucoup de sujets qui ont pris place fin 2021, des réflexions sur beaucoup de sujets, et notamment sur le rôle des organismes complémentaires santé, donc qui a fait quand même couler beaucoup d'encre dans la presse spécialisée, avec notamment le ministre de la Santé qui avait demandé au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie de travailler sur la refonte de l'architecture maladie, et notamment sur l'articulation entre assurance privée et assurance maladie obligatoire. Et donc, notamment, un des scénarios qui avait été donné, c'était la création d'une grande sécu, sur lequel il y a eu quand même une levée de bouclier très importante de la part de l'ensemble des assureurs sur le sujet. Bon, le gouvernement a enterré cette réforme fin 2021. On peut penser que dans le cadre du nouveau quinquennat qui va s'ouvrir, les réformes santé qui ont été importantes ces dernières années risquent de nouveau de voir le jour, et notamment en lien avec ce scénario, même si le scénario de grande sécu, a priori, ne reviendra pas complètement, mais en tout cas, ça servira de base de réflexion pour d'autres réformes. Sur le financement de la dépendance, le gouvernement a indiqué à l'automne 2021 que la loi grand âge, qui a été rebaptisée d'ailleurs Génération solidaire, ne verrait pas le jour. Donc finalement, c'était un peu un abandon en race campagne. Mais ce sujet devrait revenir prochainement, alors que les organismes professionnels de l'assurance ont rédigé un livre blanc sur le sujet, tout en sachant que forcément, en attendant de plus en plus, la problématique devient de plus en plus prégnante. Sur le autre point de réflexion, qui a amené à quelques
à quelques finalement conclusions. Enfin, c'est sur le niveau de frais en assurance vie et PER, donc le nouveau produit retraite créé par la loi Pacte. Et donc, il y a dans un rapport publié début octobre, les sénateurs ont dénoncé les frais d'assurance vie et PER qui amputent les rendements, et notamment les pratiques des rétrocessions sur les contrats UC, en fait, où les asset managers rétrocèdent une partie des prélèvements qu'ils font sur la gestion des contrats UC aux assureurs. Ces pratiques sont interdites dans certains pays, notamment en Angleterre, par exemple. Et c'est cette pratique-là qui était particulièrement dénoncée sur le sujet. Bon, il y a un premier, entre guillemets, accord de place qui a été trouvé, qui fait qu'au 1er juillet 2022, il va y avoir un affichage obligatoire des frais totaux des unités de compte sur le dernier exercice, avec un tableau récapitulatif qui va être identique pour l'ensemble des assureurs pour pouvoir assurer une comparabilité entre eux. Alors, si on passe désormais au bilan de l'année 2021 pour les assureurs sur leurs différents métiers, quelques mots d'environnement, tout d'abord pour resituer la performance dans l'environnement d'abord financier, puis après dans l'environnement macroéconomique. Sur le plan financier, les 2 points de repère à avoir à l'esprit sont la très bonne année, voire l'année euphorique sur les marchés actions, d'une part, et d'autre part, l'annonce et l'amorce d'un mouvement de remontée des taux d'intérêt. Donc, vous avez ces 2 éléments illustrés sur les graphiques. On voit très clairement qu'en Europe et aux États-Unis, les marchés actions sont à des niveaux historiquement élevés. Et on voit après, pour ce qui concerne le marché obligataire, les tendances qui se sont tracées sur l'année 2021 et en particulier sur la toute fin d'année, où on voit que les obligations, notamment de l'État français, sont passées en territoire positif et la trajectoire, comme l'évoquait tout à l'heure Xavier, s'est fortement accélérée ces dernières semaines. On aura l'occasion d'y revenir. Si on bascule sur la situation maintenant en France d'un point de vue macroéconomique, le constat de l'année 2021, c'est celui d'une reprise vigoureuse de l'économie. Alors, après un choc brutal en 2020, mais largement amorti par les mesures, on va dire, du quoi qu'il en coûte, on a eu une reprise qui a été très dynamique. Donc, pour donner quelques chiffres, 7% de croissance en 2021, après un repli de 8% en 2020. Le PIB, au T4, au 4e trimestre de l'année 2021, a retrouvé son niveau d'avant-crise. Quand on regarde comment ce rebond s'est fait, on voit qu'il a été principalement tiré par la dynamique d'investissement des entreprises, dans un contexte où le climat des affaires était à un niveau très élevé, revenu à un niveau très élevé. Du côté de la consommation des ménages, qui est de tradition en France un des moteurs principaux de la croissance, on a une croissance encore en demi-teinte en 2021, en lien notamment avec les restrictions sanitaires du premier semestre. Alors, pour ce qui est des assureurs, on sait qu'on a, au travers des différents indicateurs macroéconomiques, des inducteurs de la croissance. La plupart de ces inducteurs ont été bien orientés en 2021, les permis de construire, les défaillances d'entreprises, l'investissement des entreprises. La situation est plus nuancée sur les inducteurs des risques privés que sont l'auto et l'habitation, puisque vous voyez qu'en habitation, la commercialisation de logements, elle a eu du mal à retrouver sa dynamique d'avant-crise en lien avec les dysfonctionnements de filières, avec les effets, les conséquences de cette crise sanitaire. Et la mauvaise nouvelle, ou la seule, ou une des seules pour l'assurance, ça a été la situation du marché du neuf sur l'automobile, avec des immatriculations qui n'ont pas rebondi en 2021, après un niveau très bas connu en 2020 dans le cadre de la crise sanitaire. Donc là, on a aussi, de manière extrêmement prononcée, les effets des dysfonctionnements de filières, en particulier celle des semi-conducteurs. Et donc, on a eu un marché du neuf très faible. À l'inverse, on a eu un marché de l'occasion très dynamique, avec un effet aussi sur les prix pour ceux qui achètent des voitures d'occasion, puisque les prix sont orientés à la hausse, notamment sur les jeunes occasions. Si on bascule maintenant sur le marché de l'assurance, et si on commente un petit peu les premiers chiffres qui ont été mis en avant par France Assureur à la fin du mois de mars, donc ce qu'on observe, c'est une croissance dynamique pour le marché de l'assurance de biens et responsabilité en 2021. Elle ressort à 3,8%, avec toutefois avoir en tête l'effet de base de 2020, au sens où un certain nombre d'opérateurs, plutôt dans le monde mutualiste, avaient
accorder des remises de cotisations à leurs assurés. Je pense notamment à la Maif qui avait annoncé une mesure représentant 100 millions de cotisations au printemps 2020. Donc ça a créé un effet de base qui est favorable et donc la croissance de 3,8% doit être un petit peu nuancée au regard de cette situation. Quand on regarde la dynamique de croissance par grande branche, quels sont les éléments à retenir? Eh bien, le premier élément, c'est que la reprise a été tirée par les branches de professionnels au sens large, dynamique très forte de construction et également belle reprise sur les marchés DAB et RC professionnels au sens large. En ce qui concerne les risques privés, on est plutôt sur une tendance de décélération de la croissance. Alors, c'est notamment le cas en habitation, mais la croissance reste quand même robuste à 3,3% et largement soutenue par les hausses tarifaires qui visent notamment à couvrir le coût des sinistres climatiques. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. 3,3%, c'est néanmoins un peu moins dynamique que les années précédentes et on peut faire le lien avec la commercialisation des logements qui avait du mal à retrouver son niveau d'avant-crise. En ce qui concerne le marché automobile, on est sur une croissance qui ralentit un peu plus que sur l'habitation. Alors, il faut avoir en tête que l'année 2020 s'était traduite par des gains techniques très importants sur l'automobile en lien avec les mesures de confinement couvre-feu. Ces gains techniques ont conduit les assureurs à être modérés dans leurs augmentations de tarifs au 1er janvier 2021, ce qui explique largement ce ralentissement de la croissance. À cet effet est venue se rajouter la faible dynamique ou l'absence de dynamique du marché du neuf. Sur le plan concurrentiel, alors on vous a livré ici deux tableaux qui sont la synthèse de classements faits par l'Argus de l'assurance. Alors ils datent un petit peu, puisque les classements à fin 2021 ne sont pas encore parus. L'idée au travers de ces deux classements, c'était de montrer la dynamique et les positions concurrentielles désormais fortes des banques assureurs sur les risques privés. Donc les banques assureurs, ces dernières années, captent la majeure partie de la croissance du parc de logements et d'automobiles. Et finalement, les assureurs traditionnels sont plutôt à maintenir leur part de marché, mais à ne plus réussir à l'augmenter. Sachant que le potentiel de progression est encore fort, y compris chez le Crédit Agricole, qui est désormais parmi les très gros opérateurs, notamment en habitation. On est sur un taux d'équipement sur les caisses régionales de 43%. Donc ça veut dire qu'il y a encore 57% de clients des agences bancaires du Crédit Agricole qui n'ont pas de contrat d'assurance, laissant entrevoir une poursuite de leur potentiel de croissance. Sur le plan des résultats et des performances opérationnelles, l'année est de qualité pour les assureurs, en particulier en assurance de biens et responsabilité et en particulier en automobile. Alors, l'année est certes moins bonne que 2020, mais 2020 était exceptionnel avec un ratio combiné à 95%. 2021 se solde par un ratio combiné à 99%. Et vous voyez que sur une période de 15 ans, c'est la deuxième meilleure année pour les assureurs en France sur l'automobile. Alors, il faut avoir en tête que les fréquences de sinistres ont remonté en 2021. C'était attendu après l'année très particulière qui était l'année 2020. Elles restent encore un petit peu en dessous des fréquences historiques, notamment de la fréquence moyenne entre 2015 et 2019, que vous pouvez voir au travers de ce graphique en haut à gauche. Et le deuxième élément qui explique que les marges soient un peu tendues l'an dernier en automobile, c'est la poursuite de la dérive des coûts moyens. On sait que notamment sur les pièces de rechange automobile, sur les coûts de réparation automobile, on a des tensions. Elles s'accentuent avec la montée de l'inflation, mais elles étaient déjà là depuis plusieurs années, en lien notamment avec le monopole que peuvent avoir les constructeurs automobiles sur leurs pièces de rechange. En habitation, le constat est assez similaire à celui de l'automobile, avec toutefois un ratio combiné qui est un peu moins bon. On est à 99,8%, donc on va dire un métier qui s'équilibre, avec une légère dégradation par rapport à 2020, qui là encore était une très bonne année pour le marché français au regard des tendances historiques. Alors, 2021 est marqué par les effets des inondations qui ont coûté cher aux assureurs, notamment celles du mois de juin. Donc ça se traduit par une dégradation de la fréquence des dégâts des eaux. Et on a aussi un effet des sécheresses. Alors pas tant la sécheresse de 2021, puisque l'année 2021 a été plutôt clémente de ce point de vue-là,
mais on a eu des arrêtés de CatNat des années précédentes et donc des sinistres qui ont été provisionnés en 2021 sur la survenance 2020, 2019 et même 2018, qui a été largement rechargé chez certains assureurs l'an dernier. Après, si on élargit un petit peu l'analyse et qu'on la regarde sur plusieurs années, ce qu'on constate, c'est que les hausses de tarifs qui sont assez volontaristes, de 3 à 4% en moyenne par an, ont permis de compenser la dégradation de la sinistralité climatique. Ça se matérialise par ce ratio combiné qui reste globalement inférieur à 100% chaque année, à la seule exception de l'année 2017 où on était légèrement au-dessus. Alors, on a étudié la situation sur l'auto, on a étudié la situation sur l'habitation, sur les risques professionnels, on n'a pas donné d'éléments, mais les marges sont en amélioration en 2021 en lien avec le fait que 2020 était largement pénalisé par les coûts des sinistres PFA pour un certain nombre d'opérateurs du marché. Quand on fait la synthèse de tout ça, on a certainement un marché de l'assurance qui a fait un ratio combiné inférieur à 98. On n'a pas les chiffres encore de France Assureur, mais c'est notre estimation chez Secafi. Et elle s'appuie en particulier par la communication des gros opérateurs du marché qui ont déjà communiqué sur leur compte. Et on voit que quasiment tout le monde fait une bonne année, voire pour certains une très bonne année en 2021 sur le plan du ratio combiné, qui est l'indicateur de référence sur le marché pour analyser les performances. Passons désormais sur l'activité épargne-retraite. Donc, c'est vrai que l'année 2020 avec la Covid avait connu un surcroît d'épargne forcée, entre guillemets, en lien avec les confinements. Et qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut observer en 2021, c'est que finalement, le niveau d'épargne des ménages est resté supérieur au niveau d'avant-crise, donc c'est-à-dire 2019, puisque 2021, vous voyez très bien qu'il y avait un pic important du taux d'épargne. Donc finalement, en 2021, on est revenu encore avec un niveau d'épargne important, élevé, avec la poursuite de l'augmentation de l'encours d'épargne liquide, sur lequel s'était placé principalement la grande majorité de l'épargne au cours de l'année 2020. Donc on voit, on a encore des montants d'épargne liquide extrêmement importants qui se poursuivent en 2021, même si la hausse est moins nette qu'en 2020. Mais contrairement à 2020, cette hausse de l'épargne liquide, il y a également l'assurance vie qui trouve ce qu'on appelle un retour en grâce en 2021, après une année 2020 qui avait été difficile, puisque finalement tout le surcroît d'épargne qu'on a évoqué précédemment était plus placé sur des épargnes liquides, l'épargne liquide, et donc sur l'assurance vie, on avait eu notamment un trou d'air en termes de collecte brute, et donc qui avait mené d'ailleurs à une collecte nette négative de moins 6,5 milliards d'euros en 2020. Donc, on change complètement de panorama en 2021, où finalement, partie de l'épargne liquide a trouvé sa place finalement dans l'épargne longue. Et donc, on arrive en 2021 sur une année avec la meilleure collecte de tous les temps en assurance vie à un montant de 151 milliards d'euros. Donc, en collecte brute. Sur la collecte nette, on est à un meilleur niveau depuis 2010, puisqu'on arrive quand même à un niveau de 23,7 milliards d'euros de collecte nette en 2021. Donc, il reste quand même un très haut niveau. Et autre élément à indiquer, si vous voyez très bien, c'est un niveau extrêmement élevé de collecte en UC à 34,7 milliards d'euros de collecte nette en UC, avec un basculement déjà qui avait été connu ces dernières années, mais là une vraie accélération en 2021, avec un taux d'UC d'ailleurs dans la collecte brute qui s'est élevé à 39%, donc qui a connu une vraie accélération, portée également par la réaccélération du marché, et puis le fait également que beaucoup d'assureurs mettent beaucoup de barrières à l'entrée, entre guillemets, pour ne plus collecter en euros, en lien avec les taux d'intérêt qui étaient fortement négatifs en 2020, qui ont légèrement remonté en 2021, mais en tout cas, il y a désormais quasiment plus aucun assureur qui souhaite collecter en euros, ou en tout cas, autrement, en mettant des frais d'entrée assez dissuasifs. Donc, c'est vraiment un vrai point, un vrai retour en grâce de l'assurance vie en 2021, et qui se poursuit d'ailleurs sur le premier trimestre 2022,
puisque tout récemment, la France Assureur a collecté sur les chiffres du premier trimestre et on arrive à un meilleur premier trimestre depuis 11 ans avec 8,4 milliards d'euros de collecte nette et avec un taux d'UC qui se maintient, malgré quand même une actualité et puis des marchés qui sont très, très volatiles, avec un taux d'UC qui est de 40%. Donc on voit très bien un nouveau renforcement de l'épargne liquide, un retour en grâce de l'assurance vie et également la poursuite de la montée en puissance de l'épargne retraite avec la dynamique du PER1, donc du PER individuel qui reste très forte en 2021. Et je pensais que ça serait toujours le cas en 2022. Bon, il est vrai que le PER n'a pas non plus une ancienneté trop importante, puisqu'on avait le droit les assureurs avaient le droit de le mettre sur le marché à partir du 1er octobre 2020. Et donc, au fur et à mesure des mois, les assureurs sont venus avec leur solution de PER, et donc ce qui a alimenté une croissance sur le marché, à la fois par la production nouvelle, qui est quand même importante, et également par le transfert, notamment les transferts sur les anciens produits retraite ou voire d'assurance vie. Et donc, on peut dire quand même un succès sur le PER, alors porté bien évidemment par l'incitation fiscale quand même assez forte, puisque également le gouvernement souhaitait renforcer l'épargne retraite en France, l'épargne retraite privée en France, avec notamment un objectif de 100 milliards d'encours, et également le fait que, vous savez que c'est la grande force du PER, c'est de pouvoir sortir en capital à la retraite, ce qui n'était pas le cas, ou très peu, en tout cas sur les produits retraite antérieurs. Quand on continue sur les indicateurs de résistance, entre guillemets, sur l'épargne retraite, deux mouvements se poursuivent. Finalement, d'une part, la baisse du rendement des fonds en euros. C'est en lien avec l'environnement de taux bas qu'on a connu ces dernières années, et notamment qui était quand même très fortement négatif l'année 2020, puisqu'on a atterri sur des taux OAT 10 ans largement négatifs. On a même touché un plus bas à moins 0,40%. Et donc forcément, le rendement des fonds généraux, des assureurs, sur lequel est assis le rendement en euros des assureurs, quand même baissé fortement en lien avec le replacement sur ces obligations à des taux quand même beaucoup plus faibles les années passées. Et d'autre part, le renforcement des réserves des assureurs vie. Donc ça, c'est un point à noter. On voit très bien sur le graphique de droite qu'on a désormais les réserves des assureurs vie se montent à 21,7% des encours, donc un niveau quand même extrêmement élevé. En lien, notamment avec des plus-values latentes importantes, également des réserves de capitalisation importantes, et également le point qui a le plus cru ces dernières années, en lien justement avec la baisse du fonds euro, c'est que les assureurs ont malgré tout eu des taux de rendement de leur portefeuille qui étaient plus élevés que ce qu'elles distribuaient, et de loin dans certains cas. Et donc, pour une partie d'entre elles, de cette marge, de cet écart, a été mis en provision pour réserve de fonds de PB, réserve pour participation aux bénéfices, et donc qui s'élève à 5% à fin 2021, c'est-à-dire que même si les assureurs n'ont plus de rendement sur leur portefeuille les années à venir, ils ont encore 5% à distribuer en réserve, donc ce qui est quand même un niveau historiquement élevé sur le sujet. Alors, si on passe à l'assurance santé, alors nous ne sommes pas musiciens, mais on va mettre un premier bémol à cet excellent bilan de l'assurance en 2021 au regard des chiffres de l'assurance santé. Alors, l'assurance santé a vu ses marges se dégrader en 2021 dans des proportions qui sont plus fortes que ce qui était attendu. Ça renvoie en particulier à des effets de report de soins de 2020 et ça renvoie également à la mise en place de la réforme du 100% santé. Donc, la mise en place a été progressive et on avait en 2021 le plein effet de cette réforme, notamment sur l'audiologie. Donc, on a essayé d'illustrer au travers de ces trois graphiques la montée en puissance des offres 100% santé.
Et ça permet de montrer qu'il y a clairement une accélération très forte en 2021. Alors, elle était attendue sur l'audioprothèse, mais elle est aussi très marquée, notamment sur les prothèses dentaires. Donc, quelques chiffres sur la base des adhérents de France Assureur. Une croissance de 3,6% du chiffre d'affaires, mais une croissance de 10% des sinistres l'an dernier, ce qui fait un tassement notable du S sur C. Et sur ce S sur C qui se dégrade, la moitié serait la conséquence de la réforme du 100% santé. Donc, toute la question maintenant est de savoir si 2022 va marquer une normalisation, s'il y avait un effet nouveauté, un effet d'équipement atypique en 2021. Voilà, les tendances ne sont pas encore très claires, mais ce sera un point à surveiller en 2022 et dans les années à venir. Alors, je reviens très rapidement sur le sujet de la grande sécu. Alors, on a titré cette page « Le spectre de la grande sécu », à revenir sur ce que vous aviez évoqué tout à l'heure. Je vais juste revenir sur les 3 éléments, on va dire, de faiblesse, on va dire, structurelle du système de santé qui ont conduit à ce que le gouvernement demande au HCAAM de travailler sur des scénarios pour améliorer les choses, parce que finalement, les 3 faiblesses, on peut considérer qu'elles sont vraiment là et qu'il y aura une réponse à trouver. La première, c'est le fait que d'un point de vue social, sociétal, on a clairement des difficultés pour les personnes modestes et aux retraités pour avoir un accès à une complémentaire santé à un coût qui soit acceptable. Et on va dire que ça conduit à accentuer le renoncement aux soins. Deuxième élément, on a quand même un sujet, on va dire, de déficience, ou à tout le moins de complexité liée au phénomène de double remboursement, sécurité sociale, organismes complémentaires. Et le troisième sujet, c'est un sujet de coût avec une augmentation qui incontestablement est importante des frais de gestion des organismes complémentaires sur la période récente, qui s'illustre au travers du graphique que vous avez en bas à gauche. Donc ce sera un sujet à suivre en 2022 et dans les années à venir, parce qu'on peut penser que ce sujet reviendra au niveau politique. En ce qui concerne la prévoyance, qui est présentée comme un relais de croissance et un axe stratégique pour beaucoup d'opérateurs du marché aujourd'hui, on peut considérer que 2021 a confirmé les tendances de fond du marché sur des années précédentes. Alors, avec des situations qui sont très différentes, des problématiques très différentes entre les contrats individuels et les contrats collectifs. Les contrats individuels, c'est un marché d'équipement, notamment au travers de la GAV, et donc c'est des opportunités de développement pour les assureurs. C'est aussi des opportunités de marge, puisque les niveaux de résultats sur les contrats GAV, les contrats de prévoyance, indemnité journalière sont de bons niveaux, ce qui conduit à des convoitises, comme je disais tout à l'heure, et à une concurrence qui s'exacerbe sur ce pan du marché. Du côté des contrats collectifs, on est sur un marché extrêmement concurrentiel, même si le nombre d'acteurs majeurs est quand même relativement restreint. Marché très concurrentiel et de plus en plus intermédiaire, notamment au travers du courtage. En ce qui concerne les marges, elles sont globalement sous tension, en lien avec la dégradation tendancielle du risque arrêt de travail. Heureusement, le risque d'essai est de grande qualité et un certain nombre d'opérateurs du marché arrivent quand même à gagner de l'argent sur les contrats collectifs, avec des gains sur le décès qui compensent les pertes sur l'arrêt de travail. Donc, dans ce contexte assez complexe pour les assureurs, il y a une volonté d'aller chercher les clients, les entreprises du middle market, entreprises de taille intermédiaire, moins de 500 têtes, parce que la marge est aujourd'hui meilleure sur ces contrats-là. Alors, en synthèse, sur les performances comptables et sur la structure financière, c'est un constat très positif qui ressort pour la profession des assureurs à fin 2021. Alors, on a repris dans le tableau à gauche les résultats nets des assureurs sur un périmètre monde et ou sur un périmètre France quand on avait l'information. On voit que les voyants sont au vert, plus qu'au vert pour quasiment tout le monde. Il y a des résultats records pour AXA, des résultats records également pour Generali. Et puis en ce qui concerne Allianz, s'il n'y avait pas un sujet très particulier aux États-Unis, ça aurait aussi été une année exceptionnelle. Donc il y a peu d'opérateurs qui ont été en difficulté l'an dernier et qui ont annoncé pour le moment des pertes.
Donc le constat, il est très positif et il se traduit aussi sur la solvabilité. Alors la solvabilité, outre les résultats qui viennent abonder les fonds propres et donc la solvabilité, bénéficie de ce qu'on a pu voir tout à l'heure sur l'environnement de marché, le marché actions qui monte, un marché obligataire qui amorce une remontée. Tout ça a été positif pour les professionnels de l'assurance, avec du coup des bons, voire des très bons niveaux de solvabilité pour beaucoup d'opérateurs du marché. Donc on est clairement sur un secteur d'activité dans lequel les entreprises ont des moyens pour investir et aussi pour investir en ressources humaines et en augmentation de salaire. Quelques mots d'enjeux et de perspectives avec une page assez générale et après on ira de manière un peu plus prononcée sur les problématiques de l'année 2022. Voilà, ce qu'on met en évidence, c'est qu'on est sur un haut niveau d'incertitude pour le secteur de l'assurance, mais comme pour l'ensemble de l'économie en général. C'est néanmoins quelque chose d'un peu nouveau pour l'assurance, qui a souvent pu être comparé à un paquebot qui vogue sur un océan, et puis finalement que l'océan il soit un petit peu chahuté ou pas, l'assurance s'en sortait bien. Donc là, c'est un peu toujours le cas, mais on peut considérer qu'il y a un peu plus de nuages et une visibilité qui est moindre pour les entreprises d'assurance pour leur pilotage. Le point qui est le plus saillant, c'est les effets sur l'économie et les marchés financiers, et en particulier le sujet de la guerre en Ukraine, avec l'accélération de l'inflation, le ralentissement de la croissance, le début de remontée des taux qui s'est fait à un rythme rapide depuis quelques semaines. Tout ça est assez inattendu, et donc c'est une problématique à gérer pour les assureurs. Et après, en toile de fond, il y a quand même cette économie de bulle, l'économie de bulle qui a été créée, alimentée par le quoi qu'il en coûte des banques centrales. On a aujourd'hui des niveaux très élevés pour les marchés immobiliers, pour les marchés actions, pour les crypto-monnaies, pour le marché de l'art. En fait, tout ce qui n'était pas obligataire a pris de la valeur ces dernières années. Et la question, c'est de savoir si cette bulle, ces bulles-là, peuvent éclater ou pas. Sur les aspects très spécifiques à l'assurance, on a quelques problématiques aussi qui amènent de l'incertitude pour les assureurs. D'un point de vue des risques, à proprement parler, on a quand même une montée des risques peu maîtrisables. Le climatique, c'est pas nouveau, mais ça s'accentue. Le cyber, là, pour le coup, c'est quand même plus nouveau et ça s'accentue très vite. Sur le plan législatif et réglementaire, je ne reviens pas, mais les pages que Xavier a présentées tout à l'heure montrent que l'actualité est quand même très chargée et l'assurance n'avait pas cette habitude-là historiquement, d'avoir des changements réguliers de son cadre, qu'il soit législatif ou réglementaire. Et sur le plan concurrentiel, on a des tendances de fond, rien de nouveau, appétit grandissant des banques assureurs, arrivée de nouveaux entrants issus du monde de la tech, tendance à la concentration, c'est plutôt un mouvement qui se poursuit. Alors, là, on était sur des éléments d'environnement, on va dire quand même à court à moyen terme. Sur le moyen-long terme, il y a quand même 3 tendances de fond à prendre en compte. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les prendre en compte dès maintenant, mais on sait que c'est des mouvements qui sont sur des temps longs. Le dérèglement climatique et la transition écologique d'une part, les effets du vieillissement de la population d'autre part, et enfin, les sujets de montée de la technologie qui ont tendance à accroître leurs effets depuis quelque temps. Pour terminer cette présentation, on vous propose de se recentrer sur les principaux sujets pour l'assurance en 2022, suite à la diapositive que vient de passer Mickaël. Donc peut-être le premier point, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, c'est un point d'ampleur. Comme vous pouvez le voir, là, on a sur le graphique de l'OAT 10 ans, sur une année, et on voit très bien qu'on a une remontée très, très pointue ces dernières semaines, qui n'est pas forcément prévue, loin de là. Il y avait une trajectoire de remontée qui se dessinait, mais qui s'est nettement accélérée ces dernières semaines. Alors, sous plusieurs effets, on l'a déjà évoqué, et finalement un peu les conséquences de la crise Covid, qui a quand même mis en difficulté entre guillemets, la mondialisation des échanges, et donc notamment qui a créé des goulots d'étranglement sur pas mal de produits, notamment beaucoup parlé des semi-conducteurs, mais pas que. À cela s'est ajouté bien évidemment la guerre en Ukraine, et notamment sur les matières premières, qui créent désormais encore plus de difficultés.
Et donc, au final, cela alimente une inflation importante, comme on peut le voir en dessous, une inflation importante et une incertitude qui finalement se reflète au travers des taux d'intérêt. Autre élément également, c'est que, alors après, il y a toujours des liens de causalité qui ne sont pas forcément tout le temps faciles à établir, mais cette inflation importante génère un resserrement des politiques monétaires des différents pays, et notamment aux États-Unis, avec une remontée des taux. Mais les communications de la Banque centrale européenne ne font guère de doute sur le sujet. On va également vers une remontée des taux d'intérêt à court terme, donc celle définie par les banques centrales. Et donc, qui forcément trouvent leurs répercussions dans les taux à long terme. Et donc, au final, on a un niveau de taux d'intérêt qui monte très largement, et donc avec des tensions importantes. Alors, quelles sont les conséquences pour l'assurance? Bien évidemment, la remontée des taux est quand même une bonne chose pour l'assurance en global. Banque assurance, c'est quand même une bonne chose d'avoir des taux d'intérêt, entre guillemets pas élevés, mais en tout cas pas négatifs, puisque c'était quand même un point qui était de longue date soulevé par les assurés et les banquiers sur le fait que les taux négatifs tuent à petit feu le monde de l'assurance et de la banque, dixit leur mot. Donc une remontée progressive était vue d'un très bon œil de la part des assureurs. En revanche, une remontée beaucoup plus abrupte, qui semble, on a pu connaître ces dernières semaines, même si là on a eu un petit palier, présente également des risques, notamment des risques de krach sur les marchés actions, ce qu'on a pu voir également. Et également, l'autre grande crainte des assureurs vie, bien évidemment, c'est la décollecte massive, c'est-à-dire des taux d'intérêt qui remontent très fortement. L'assurance vie ayant une inertie importante sur les placements, il ne sera pas possible de répercuter cette hausse sur les taux distribués sur les fonds d'euros. Donc potentiellement, les fonds peuvent être récupérés pour s'investir sur d'autres placements. Pour l'instant, c'est relativement limité à date. Encore une fois, on n'est qu'à un taux de 1,3%, et avec une stabilisation là, ces 2 dernières semaines. Donc à suivre. En tout cas, c'est un point important à avoir en tête. Pour le point important, mais finalement qui est un peu le corollaire, c'est la forte poussée inflationniste. 7,5% de taux d'inflation dans la zone euro et 4,5% en France à fin mars 2022, donc en données glissantes. Donc on voit que c'est des niveaux d'inflation qu'on n'avait pas connus depuis des décennies et qui vont durer à minima jusqu'à fin 2023. Et donc, on est dans un nouvel environnement, et donc qui crée fortement, qui crée des impacts en assurance, bien évidemment, sur l'ensemble de l'économie, mais en assurance, notamment sur le coût des sinistres matériels, pièces détachées, matériaux, énergie. Bien évidemment, là, on n'a qu'une vision, finalement, vision assureur. Ça crée également des tensions sur les frais généraux également des assureurs, et notamment toutes les problématiques que Mickaël a pu évoquer tout à l'heure sur les revalorisations salariales dans un contexte de forte inflation, ce qui n'était pas connu depuis de nombreuses années. Autre point qu'on a déjà évoqué, puisque ça a déjà frappé l'année 2021, c'est le 100% santé, et notamment avec la forte croissance des prestations en 2021. Est-ce qu'elle va se poursuivre en 2022? Et si c'est le cas, comment vont répercuter les assureurs sur ce sujet, sur ce risque qui était quand même très bien margé? Est-ce que les assureurs vont décider finalement de ne pas entre guillemets, répercuter totalement la hausse des tarifs en lien avec la dérive des prestations, puisque ça accroîtrait l'un des principaux sujets qu'évoquait Mickaël, c'est-à-dire l'accès à des garanties santé, puisque pour des retraités, désormais un contrat santé individuel coûte quand même très cher et d'une entaille importante au pouvoir d'achat. Et donc, il y a de plus en plus potentiellement d'impossibilité de s'assurer. Et donc, si les assureurs poursuivent cette augmentation en lien avec la dérive des prestations, ce risque va être grandissant. Donc ça, c'est une vraie question. Est-ce que les assureurs vont prendre sur leur marge, qui est quand même pour les plus gros assureurs santé, quand même assez importante,
où est-ce qu'ils vont répercuter, donc est-ce qu'on va avoir des augmentations importantes sur le sujet, et est-ce que globalement, de toute façon, sur le 100% santé, la forte progression des prestations va se poursuivre. Donc ça, c'est un vrai enjeu, puisqu'encore une fois, sur la santé, la Covid, le rattrapage des soins, le 100% santé qui s'est juste, finalement, dont le déploiement s'est fait juste pendant cette période Covid, fait qu'on est un peu en manque de repères sur le sujet, et donc il faut un petit peu de recul pour y voir un peu plus clair. Et enfin, le dernier sujet dont on a beaucoup parlé durant l'élection présidentielle, c'est les retraites, puisque le candidat qui a gagné l'élection présidentielle a la volonté de repousser l'âge de la retraite, le départ à la retraite à 65 ans. Et donc, bien évidemment, c'est un impact pour les assureurs, et notamment pour les assureurs collectifs, qui risquent de devoir recharger très largement leurs provisions en prévoyance, en lien avec le report de l'âge de la retraite. Et donc, c'est quand même un impact lourd, et notamment pour les institutions de prévoyance qui ont des parts de marché importantes sur le sujet. Puis également un nouveau renchérissement des garanties prévoyance collectives en perspective, donc qui a fait déjà les frais de redressement technique assez nets ces dernières années, avec des augmentations tarifaires importantes. Donc, c'est également des questions sur l'accessibilité et sur les niveaux de garantie en prévoyance collective qui risquent de se poser à court terme. Voilà ce qui en termine de notre présentation. Donc désormais, même si on a un petit peu dépassé le timing, on est désolé, on est à l'écoute de vos questions sur cette présentation. Merci. Donc vous pouvez faire au travers du chat. Est-ce qu'il y a des questions, réflexions? Ne soyez pas timide. On a encore un petit peu de temps devant nous, donc pour aborder certains sujets, si vous souhaitez qu'on approfondisse quelques sujets, n'hésitez pas. Donc en attendant les éventuelles questions, on vous indique que le document qu'on vous a présenté aujourd'hui sera téléchargeable. Vous avez sur ce document nos coordonnées à Xavier et moi-même. Ne pas hésiter à revenir vers nous pour toute question sur cette présentation ou sur tout besoin que vous pourriez avoir sur ces questions économiques dans vos entreprises, en lien notamment avec la consultation annuelle que vous pouvez avoir sur la situation économique et financière et ou sur les orientations stratégiques. Bon, s'il n'y a pas de questions, on vous propose de terminer cette présentation. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Nous vous remercions pour votre attention. Tout d'abord, nous vous souhaitons une très bonne journée. Et très bonne journée. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de taper. Donc, on va laisser Lilian. On va laisser Lilian taper. Non, c'était pour nous remercier également. Donc, on vous remercie beaucoup de votre attention et on vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir à tous.